Bonjour à tous et bienvenue dans ce Face au lecteur du groupe Nice Matin, un Face au lecteur avec Laurent Wauquiez, député de Haute-Loire, chef de file des députés républicains à l'Assemblée et candidat à la présidence des Républicains. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nos 5 lecteurs sont prêts à vous soumettre au feu des questions. On va avant toute chose leur demander de se présenter. Elisa. Alors bonjour, moi je m'appelle Elisa Martin, j'ai 20 ans et je suis étudiante en école de journalisme. Très bien. Bonjour, Daniel Fécourt, j'habite Le Rouret, entre Grasse et Nice. J'ai 65 ans, je suis à la retraite depuis 1 an, je suis ingénieur des arts et métiers. Bonjour, je m'appelle Robert Gallo, j'habite à Nice, je suis retraité de banque d'affaires après une carrière en région parisienne, j'ai 77 ans et voilà. Bonjour, Stéphane Pitraziac, je suis retraité du secteur financier, j'habite à Cagnes-sur-Mer et j'ai été également élu local à Cagnes-sur-Mer. Bonjour, Mathieu Morisseau, ingénieur en informatique, 32 ans, et j'habite à Nice. Laurent Wauquiez, on ne vous présente plus, mais si vous voulez vous présenter, nous dire quelques mots avant qu'on démarre. Laurent Wauquiez, moi je viens du Puy-en-Velay, sud de l'Auvergne, point de départ de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'étais président de ma région Auvergne-Rhône-Alpes, je suis député de Haute-Loire, marié avec ma femme que je connais depuis qu'on a 16 ans. On a 2 enfants, Baptiste qui a 21 ans, Louise qui a 19 ans, et j'ai un chien de combat qui est un jeune Yorkshire féroce et que nous adorons. Voilà. Vous avez tout. Merci pour cette précision. Laurent Wauquiez, vous êtes tout à l'heure au Canet, dans les Alpes-Maritimes. Oui. Ce département, les Alpes-Maritimes, est-il aussi stratégique pour la course à la présidence des Républicains qu'on nous dit ? C'est le département de cœur de la droite. Voilà, c'est pas qu'il soit stratégique. C'est juste que c'est un département qui a toujours été tellement fondateur, où moi j'ai beaucoup d'amis, qui a été aussi parfois traversé par les crises. Et donc, oui, c'est sans doute un des départements qui pour moi compte le plus. Oui, bien sûr. Je suis venu ici tant de fois. Alors, on va démarrer par une question d'Elisa. Oui, moi je voulais revenir un peu sur vos positions. Vous avez soutenu en 2022 Valérie Pécresse, donc à la présidentielle. En juillet 2024 aussi, vous avez été élu président donc, du groupe LR à l'Assemblée nationale, qui désormais a été renommée donc, droite républicaine. Et depuis janvier 2025, au sein de votre parti, voilà, ça a triplé en termes de nombre d'adhérents. Et j'avais la question justement sur... En gros, dans un paysage un peu dominé par le Rassemblement national d'un côté, le bloc macroniste quand même assez fort encore aujourd'hui de l'autre, plus ou moins on va dire. Quelle est votre stratégie concrètement pour repositionner la droite comme une force de gouvernement et plus simplement d'appoint ou d'opposition comme elle a pu l'être ? Alors c'est une belle question. C'est pour ça que moi je suis parti au combat sur les législatives, à un moment où personne n'y allait. Le général de Gaulle disait, en politique, les batailles, c'est les élections. Et j'ai voulu y aller. J'y suis allé sans petits accords d'arrière-boutique, en défendant mes idées, en ayant un peu tout le monde face à nous. Et j'aime que la droite gagne comme ça, c'est-à-dire avec du panache. Maintenant, qu'est-ce que je propose ? Renverser la table. Une droite de rupture. Une droite qui soit forte et qui s'attelle à la seule question qui hante tous les Français, c'est comment on redresse le pays. Et si on veut le redresser, pour moi, il y a une condition et 2 priorités. La condition, c'est qu'il faut renverser la table parce que le système est bloqué. Aujourd'hui, on ne nous laisse plus rien faire. Entre les juges des cours suprêmes, la bureaucratie et le blocage par les associations d'extrême gauche, le pays est bloqué. Et donc, il faut commencer par débloquer le pays. Commencer par se poser la question comment faire avant de se dire quoi faire. Ça suppose beaucoup d'énergie. Vous ne le faites pas dans le cadre du gouvernement de François Bayrou, c'est très clair. Si on pense qu'on va réussir à refonder la France dans le cadre du gouvernement de Bayrou, on se trompe. Et après, il faut 2 priorités. Et les 2 priorités, c'est 1, la sécurité, l'autorité, et la deuxième, c'est l'effort, le mérite, le travail. Et c'est sans doute ce qui fait l'unicité du discours de la droite. Quand vous êtes dans la Macronie, le discours sur l'immigration, il n'est pas clair. Quand vous êtes du côté du RN, vous avez un RN qui, sur beaucoup de sujets, a un programme économique d'extrême gauche. Moi, je veux une droite de rupture, et qui repose très clairement sur 2 ADN. On combat l'assistanat, on défend le travail, et on est pour l'autorité, le respect, l'ordre. Voilà. Stéphane. Oui, Monsieur Wauquiez, oui. Vous avez, durant de nombreuses années, été le fer de lance de la région Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes.
Auvergne-Rhône-Alpes. Attention, Effectivement, n'oubliez pas la partie auvergnate. Vous avez rajouté Oui. l'Auvergne, puisqu'au départ, c'était Rhône-Alpes. C'est François Hollande qui a rajouté Tout à fait. l'Auvergne. 13 régions à la place d'un certain nombre, il y en avait beaucoup plus. Pourquoi vous avez fait finalement ce choix de vouloir redevenir député par rapport à tout ce que l'on vit aujourd'hui quand on est député, puisque vous n'avez plus la main sur rien, alors qu'une région, comme vous l'aviez, c'est une région intéressante pour le développement. Vous avez fait un choix différent de votre ami Xavier Bertrand, qui a préféré, lui, rester dans sa région d'origine pour faire un combat par rapport au RN. Vous avez fait un choix différent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas un petit peu à l'étroit en tant que député parce que vous êtes spectateur? Alors, d'abord deux choses. Un, je me suis occupé de ma région. Je m'en suis occupé pendant 8 ans. Mon obsession, ça a été de faire une région où on voit et on applique les idées de la droite. Parce que trop souvent, le problème de la droite dans notre pays, c'est que quand on est dans l'opposition, on a des idées fortes, et que quand on est au pouvoir, on a des actes faibles. Donc ce que j'ai voulu, c'est faire une région où on a mis en œuvre ce à quoi je crois. On a baissé de 15% la dépense publique, on n'a pas fait une augmentation d'1% de la dette, on est la seule région de France qui n'a pas augmenté en 8 ans une seule taxe ou un seul impôt. On est une région qui a défendu l'industrie française, première région industrielle de France, où on a fait des bourses au mérite pour les élèves, y compris les élèves des classes moyennes, et une région dans laquelle j'ai rien cédé face au wokisme et à la déconstruction. J'ai face à moi le maire de Lyon, le maire de Grenoble. Le maire de Grenoble a mis le burkini dans les piscines municipales. J'ai arrêté toutes les aides de la région. Donc on a fait une région qui marche très bien, qui est la première région économique, et dans laquelle les Français de droite peuvent se dire « Bon, au moins lui, il a tenu ses engagements ». Et y compris sur des sujets où j'ai fait du nettoyage. J'avais une vingtaine d'agences administratives, je les ai supprimées. Ma région versait 3 millions d'euros de subventions à la CGT, j'ai supprimé tout ça. Donc, j'ai défendu ce à quoi je crois. Maintenant, quand votre pays fait naufrage, vous ne pouvez pas rester spectateur. Vous avez raison de le dire, c'était plus facile pour moi de rester dans ma région. Et je vais même aller jusqu'au bout de ce que je pense. J'ai un peu regretté qu'il n'y ait pas un peu plus de ténors de ma famille politique qui aillent au combat à ce moment-là. Général de Gaulle disait, c'est dans les élections qu'en politique on teste le tempérament. Il y a ceux qui prennent les postes avant, il y a ceux qui prennent les postes après. Le vrai courage, c'est d'aller au feu au moment où il y a les élections. Maintenant, croyez-moi, mon tempérament, c'est pas d'être spectateur, c'est pas le genre de la maison. Là, je mène le combat d'abord contre la France insoumise. Ces gens-là sont le premier danger pour l'avenir de notre pays, c'est le premier danger pour la République. Et donc ma bataille, c'est de faire un cordon sanitaire face à la France insoumise. Et en ce moment, je veux qu'on fasse une commission d'enquête parlementaire pour braquer les projecteurs sur les liens entre la France insoumise et les réseaux islamistes. La deuxième chose, c'est que j'ai fait un choix qui est de rester libre. Je ne dois rien à François Bayrou, je ne dois rien à Emmanuel Macron. Et donc je peux leur mettre la pression et faire le bras de fer quand je vois que ça ne va pas dans la bonne direction. Je vais vous donner 2 exemples très clairs. Je pense qu'on doit défendre l'assimilation française et la laïcité. Il y a eu un débat sur l'interdiction du voile dans le sport. François Bayrou ne veut rien faire. Moi, je ne suis pas ministre, je peux lui mettre la pression et je vais me battre pour qu'on adopte une loi à l'Assemblée nationale pour interdire le voile dans le domaine du sport. Deuxième exemple, et qui peut vous concerner, François Bayrou n'est pas prêt à faire des économies. C'est beaucoup plus simple de taper dans la poche des retraités que d'affronter les manifestants de la CGT et de la CFDT. Et donc son intention, c'est de faire sauter l'abattement fiscal des retraités de 10%. Je vais être face à lui. Je serai le premier rempart sur cette question. Et je lui ai très clairement dit que s'il continuait comme ça, nous ne soutiendrons plus son gouvernement. Donc, député, c'est se battre pour son pays. J'ai montré ce que je pouvais faire dans ma région. Je veux faire la même chose pour mon pays. C'est la France. Je ne peux pas rester spectateur alors qu'elle est en décadence. On a un pays extraordinaire. Il a des atouts merveilleux. On n'a pas le droit de le laisser se faire détruire de l'intérieur. Et c'est pas la Macronie qui nous sortira de ça. Faut un projet de rupture. C'est ce que je veux porter. Alors Laurent Wauquiez, on reviendra tout à l'heure sur la question des retraites. Daniel. Oui. Alors, j'ai bien compris, vous avez dit que le pays faisait naufrage. Oui. Donc moi, je suis un peu plus âgé que vous. Je suis né en 60, vous êtes né en 75. Et 75, c'est l'année où on a commencé à faire du déficit. Donc ça fait 50 ans. Depuis 30 ans,
C'est 75 ou 1980, j'avais un doute là, Daniel. 74, 74. le choc pétrolier, Le donc ça nous a mis un peu dans le 73. rouge. Moi, je dirais plutôt 74. Mais, voilà. Giscard d'Estaing. Oui, Giscard, mais L'arrivée de Giscard, Giscard n'y est peut-être pas pour rien. C'est le choc pétrolier 73-74, la guerre Égypte-Israël, enfin, etc., qui a provoqué une augmentation du prix du pétrole, un peu comme on a connu Bien sûr. depuis quelques années. Bon, qu'est-ce que je vois depuis effectivement ces dernières années? Je vois que le niveau scolaire baisse. Hein, on en parle beaucoup. Depuis 20 ans ou 10 ans, il y a le narcotrafic qui arrive, donc on en parle aussi beaucoup. Au niveau environnement, Jacques Chirac disait en 95 la maison brûle. Le comportement des Français n'a pas beaucoup changé. Donc, comment vous allez vous y prendre, Monsieur Wauquiez, pour tout ça? Alors Daniel, ça c'est la question qui est la question clé. Je vous ai dit ce que j'avais fait dans ma région parce que je voulais que vous puissiez vous dire, bon, il n'y a pas que des discours, il y a des actes. Qu'est-ce qui nous frappe quand on regarde au niveau national? Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. On vote et pourtant tout se dégrade. Vous avez évoqué l'insécurité. On est aujourd'hui le pays le plus dangereux d'Europe. À Saint-Ouen, vous avez une école à côté d'un point de deal, on ferme l'école. On ferme l'école. Dans notre pays, c'est pas la Bolivie, pas le Mexique, la France. Et ça va pas du tout en s'améliorant. Sur l'immigration, depuis le mois de février, notre pays est celui en Europe qui accueille le plus de demandeurs d'asile. Alors que les Français disent stop, on n'arrive plus à assimiler, il faut arrêter l'immigration. Sur la dépense publique, vous l'avez dit, je vous ai dit que j'avais pas augmenté une seule taxe ou un impôt et pas augmenté la dette. Je suis une exception totale maintenant dans notre pays. Et sur le niveau scolaire, juste pour que tout le monde comprenne bien, aujourd'hui, quand vous interrogez les élèves en 6e, 40% des élèves français ne sont pas capables de répondre à cette question. Combien y a-t-il de quarts dans 3 quarts? 40% de nos élèves sont plus capables de répondre à cette question. Et donc moi, la question qui me préoccupe, c'est de me dire, très bien, ok, ça c'est l'état du pays. Il faut bien le regarder, parce que si vous ne commencez pas par regarder l'état, c'est difficile de corriger. Sauf que ce que je constate, c'est que c'est bloqué. Et qu'en fait, on vote, on a des ministres. Quand on les écoute, on se dit qu'ils font plus des commentaires sur la situation qu'ils donnent le sentiment d'avoir encore les manettes. Et en fait, le pays ne cesse de reculer. Et c'est là où ma réflexion est absolument clé. Il faut commencer par changer le système. Si vous restez dans le système, vous ne reconstruirez pas la France. Comment on change de système? En fait, il y a des verrous. C'est-à-dire que si on prend un peu de recul, on avait des institutions du général de Gaulle qui étaient faites pour pouvoir décider et agir. Et on les a perdues. Et on a une minorité, que je considère être de gauche, qui a pris la main sur un certain nombre de verrous qui cadenassent la capacité du pays à décider. D'abord, les juges des cours suprêmes, qui systématiquement décident dans le sens de on protège le délinquant, pas la victime, on nous interdit de protéger nos frontières, on ne valorise plus celui qui travaille. Donc ça, c'est pour moi le premier verrou. Le deuxième verrou, c'est la bureaucratie administrative. Les ministres passent, la bureaucratie reste. Et ça, c'est un problème gigantesque en démocratie. On a 1000 agences administratives en France, ça coûte 80 milliards d'euros. Sur toute une série de domaines, ils décident à la place des Français et ils ont pris le pouvoir. Vous prenez l'ARCOM qui a fermé vos collègues de C8, vous prenez l'ADEME, vous prenez l'OFB, vous prenez le Haut Commissariat au Plan. Tout ça, c'est multiplié et ça bloque le pays. Et puis, le troisième verrou pour moi, c'est ces associations ultra-militantes, d'extrême gauche, souvent violentes, et qui sont financées sur crédit d'argent public. Le ministère de l'Intérieur continue à payer 1 milliard d'euros chaque année aux associations pro-clandestins. Enfin, c'est dingue. Donc on a un gouvernement qui paye des gens qui ont comme mission de bloquer leur action. Donc tant qu'on ne fait pas sauter ça, en fait le politique est condamné à l'impuissance. Et donc moi, le cœur de ma réflexion, et j'y ai beaucoup réfléchi, Stéphane, pendant que j'étais dans ma région, je me suis dit pourquoi ils n'arrivent plus à rien faire. Parce qu'en fait, c'est plus eux qui décident. Ils ont perdu les manettes. Et c'est pour ça que ce que je propose, c'est un projet de rupture. Ce qui est très différent de ce que font tous les autres. Moi, je veux pas une droite qui fasse une petite droite, qui se retrouve à faire un bout de gauche, un bout de centre, un bout de droite et beaucoup de rien du tout. Je veux qu'on ait le courage de faire un vrai renversement de la table. Ma famille, c'est la famille gaulliste. Le général de Gaulle, quand il arrive en 1958, il comprend que s'il reste avec les institutions de la 4e République, il est mort. Et donc, il change les institutions pour avoir la capacité de redresser la France. Eh bien, nous, mes amis, il faut qu'on fasse la même chose. Il faut qu'on renverse la table et qu'on reprenne le pouvoir, parce que les Français ont perdu le pouvoir dans notre pays. C'est une minorité qui décide maintenant à la place de la majorité.
Pour compléter, Robert, sur le sujet des finances publiques. Oui. Monsieur Wauquiez, nos dépenses publiques ont atteint des niveaux stratosphériques, en dépassant les 55% du PIB, on parle de 57, à une époque c'était 58. D'après l'IFRAP, lorsqu'il fait la ventilation des dépenses, on trouve qu'environ 60% de ces dépenses vont dans les secteurs sociaux, dans le social, et 40% dans le régalien. Alors ma question est simple, d'après vous, quelle serait la bonne répartition ? En gros, Robert, pour reprendre avec votre chiffre, et j'aime beaucoup le travail de l'IFRAP, ce sont des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime et j'ai souvent travaillé avec eux. La dépense sociale en France, au cours des dernières années, a fait x3. La dépense régalienne sur la sécurité, 0. Moi, je considère qu'aujourd'hui, dans le domaine social, il y a 2 fois trop de dépenses sociales qui sont en réalité des dépenses d'assistanat. Et moi, c'est mon combat. Je veux garder le social, mais je ne veux le garder que pour ceux qui en ont vraiment besoin, et pour des domaines où d'ailleurs parfois je considère qu'on ne fait pas assez, je pense au handicap. Mais le reste, il faut arrêter. Parce qu'on aboutit à un tel niveau qu'aujourd'hui, vous avez une France qui travaille pour payer des impôts pour que d'autres touchent les aides sociales. Et vous voyez, j'étais tout à l'heure dans le Var, j'avais un échange avec les gens qui étaient dans la salle, ils me disaient, ben voilà, nous c'est simple, on a un salaire 2500 € brut. À l'arrivée, il nous reste à peu près 1300 € net pour vivre une fois qu'on a enlevé toutes les charges. Quelqu'un qui est au RSA et qui cumule les aides sociales, il va être à 2200, 2300 € net d'impôts, il vit mieux que nous. Ben voilà, tout le problème de la France, il est résumé. Et donc les 2 gigantesques sources d'économie dans notre pays, c'est la bureaucratie administrative, les services d'ARS, les gens qui sont dans les bureaux, pendant qu'on n'a plus d'infirmières, plus de cadres de santé, plus de docteurs. Ça, c'est la première gigantesque source d'économie. Et la deuxième, pour moi, c'est on lutte contre l'assistanat. Et l'argent, on le rend à la France qui travaille ou qui a travaillé toute sa vie. Souvenez-vous, il y a quoi 11 ans, je pense maintenant, j'ai dénoncé le cancer de l'assistanat. À l'époque, j'ai pris la même polémique que sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Aujourd'hui, notre pays, on y est. On s'est fait ronger de l'intérieur par cet assistanat qui tue notre pays. Vous avez à côté de vous l'Italie ici. Vous voyez à quel point l'Italie s'est redressée, ils ont défendu leurs entreprises familiales, ils ont défendu l'industrie, mais en Italie, ça bosse, et quand ça bosse, on a un bon salaire. En France, quand on a un bon salaire, c'est pour payer des impôts. Voilà, et tout ça, c'est écœurant. Vous travaillez pas, tout est gratuit, vous travaillez, tout est payant. Ça peut pas marcher. Une question complémentaire sur les agences de l'État, Mathieu. Oui, bien sûr, vous parlez de supprimer des agences. Récemment, on a eu le cas, on a eu 2 agences qui ont été fusionnées. La sûreté nucléaire avec je ne sais plus quelle agence. Normalement, quand on ajoute 2 agences, le budget, c'est le calcul des 2. Aujourd'hui, elles ont 60 millions de plus comme budget. Et finalement, donc c'est une fusion qui coûte plus cher. Et si vous supprimez ces agences, est-ce que vous gardez les fonctionnaires qui sont associés? Est-ce que vous les licenciez? Est-ce que vous... En fait, quel axe vous prenez? Parce que si on supprime l'agence mais qu'on garde les gens, ça coûte pareil. Alors Mathieu, évidemment la question elle est plus que bonne, parce que si c'est pour juste faire de l'affichage mais qu'on ne fasse pas d'économie, le pays ira pas mieux. Moi j'en ai fusionné 2. On l'a évoqué, ma région Auvergne, ma région Rhône-Alpes. À l'arrivée j'ai fait moins 15%. J'ai supprimé une vingtaine d'agences et de bureaucratie administrative. J'ai vraiment supprimé. C'est-à-dire j'ai assumé de dire, oui ça veut dire qu'il y a moins de fonctionnaires. On va prendre un cas très concret. Je versais des aides au financement du permis de conduire pour des jeunes, pour les aider à leur financer leur permis de conduire et trouver un job. Je me suis aperçu, le chiffre est juste pour qu'on comprenne bien, que quand je mettais 1000 € sur la table, il y avait à peu près 800 € qui s'évaporaient dans toutes ces agences qui faisaient soi-disant de la coordination entre elles. Il restait plus que 200 € pour le financement des permis de conduire. J'ai tout supprimé. On a tout mis directement pour que ça aille aux jeunes qui en ont besoin. Et donc ce que je veux faire, c'est la même chose. Pas juste fusionner en doublant le budget, fusionner en supprimant, et ça veut dire oui, en baissant le nombre de fonctionnaires. Donc, et quand vous avez fait ça, que sont devenus les agents? Moi, ils étaient plus sur ma masse salariale. Pour une partie d'entre eux, on les a aidés à se reconvertir. Il y en a qui ont... j'ai en tête d'ailleurs un de ces fonctionnaires qui avait en fait comme projet d'ouvrir un restaurant. Il a ouvert un restaurant dans la chaîne du Puy, ça a bien marché. J'en ai d'autres qui sont partis pour certains dans des secteurs de tertiaire et de services et qui se sont reconvertis. J'en ai d'autres qui avaient comme projet d'être artisans. Je me souviens qu'il y en avait un qui voulait être maçon. On l'a accompagné. Donc oui, ça a été des vraies reconversions. Mais ce qu'il faut bien qu'on comprenne, c'est qu'on n'aura pas d'économie sans faire des économies. Donc oui, ça veut dire supprimer des agences. Oui, ça veut dire baisser le nombre de fonctionnaires.
Oui, ça veut dire baisser les budgets. Je vais prendre un exemple. Vous avez l'ADEME en France. Ça coûte 270 millions d'euros. Il y a 1000 personnes là-dedans. Ils sortent des études scientifiques d'une technicité extraordinaire. La dernière en date, c'est pour nous expliquer combien de fois il faut qu'on lave notre linge. Combien de fois il faut qu'on lave nos t-shirts, nos chemises, nos chaussettes, etc. Stop, ça suffit, quoi. Ça suffit. Et on n'a pas besoin de l'État pour nous dire combien de fois il faut qu'on lave notre linge. Par contre, on a besoin de l'État pour arrêter de nous assommer d'impôts et pour faire en sorte qu'il y ait des gens dans les écoles, dans les rues, les gendarmes et les policiers, et dans notre système de santé. C'est tout. Et il faut se concentrer là-dessus. Et donc, oui, j'aime bien votre question, elle suppose d'aller jusqu'au bout. Vous aurez noté, c'est pour ça que je suis très méfiant par rapport à ce que fait en ce moment François Bayrou et ce gouvernement. Que ce débat-là, c'est nous qui l'avons porté avec la droite républicaine. Vous avez la ministre de l'écologie, Agnès Pannier-Runacher, qui s'est empressée de dire « Ah non, non, bien sûr, on ne touchera évidemment pas à l'ADEME. » S'il faut toucher, s'il faut supprimer, s'il faut baisser la dépense, parce que c'est le seul moyen d'arrêter d'en prendre autant dans la poche des Français. Laurent Wauquiez, que vous inspire l'idée de François Bayrou d'organiser un référendum sur le redressement des finances publiques ? Lamentable. Lamentable. Parce que ce qu'on attend du Premier ministre, c'est pas d'esquiver le dossier. C'est pas de chercher quelque chose pour encore gagner du temps. Il a besoin d'un référendum pour que les Français lui disent qu'ils veulent plus d'augmentation d'impôts. Par contre, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il ait du courage. Ça n'a pas l'air d'être la spécialité. Du courage. Du courage pour taper dans la dépense publique. Du courage pour baisser le gaspillage de l'argent public. Quand il a été nommé Premier ministre, la première question que je lui ai posée, c'est « Est-ce qu'on ouvre enfin la question de l'assistanat par rapport au travail ?» Il m'a répondu oui. Depuis, il n'a rien fait. Zéro. Les 1000 agences dont on parle, zéro. Ils n'ont rien fait. Et donc, on a un Premier ministre, et moi, c'est ma préoccupation, qui ne bouge pas. C'est pour ça que moi, je veux rester libre, que j'ai fait le choix de ne pas aller au gouvernement pour pouvoir exercer cette pression de l'extérieur. Parce que je ne veux pas que la parole des Républicains elle soit diluée dans la Macronie. C'est ce que fait en ce moment Bayrou ne me va pas. Je trouve qu'il n'a pas la détermination de faire le travail dont la France a besoin. Et pourtant, du travail, il y en a à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Mathieu, sur les retraites. Alors tout à fait, en fait j'ai une question sur le système de retraite en lui-même. Vous avez une partie des retraités qui touchent jusqu'à 200% de ce qu'ils ont cotisé. Ça descend avec le temps au fur et à mesure de retraite, mais vous avez des gens qui touchent effectivement jusqu'à 200% de ce qu'ils ont cotisé. Et finalement c'est un système qui est structurellement déficitaire, on parle de 80 milliards d'euros par an. Et ça repose du coup sur la pression fiscale, sur les actifs et sur l'imposition. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de repenser finalement ce modèle, de passer à un modèle qui pourrait être considéré comme injuste et insoutenable? Vous parliez de renverser la table. Est-ce que ce n'est pas le moment de changer le système de retraite? Alors, Mathieu, d'abord on va enlever tout de suite un sujet sur lequel on est complètement d'accord. Ce à quoi vous avez fait allusion, c'est ce qu'on appelle les régimes spéciaux de retraite, dans lesquels vous avez des catégories ultra favorisées dans notre pays, qui aboutissent avec des cotisations faibles à toucher des retraites extrêmement avantageuses. On va prendre par exemple les retraites de la RATP. Ces gens-là touchent en moyenne 3 000 € de retraite, avec des cotisations qui ne sont pas avec les mêmes efforts que les autres. Le système des régimes spéciaux continue à coûter 8 milliards d'euros chaque année de déficit à l'État, et c'est par le biais des impôts qu'on paye tous ces déficits. Inacceptable. Et ça, pour moi, c'est la première chose à changer. Je suis entièrement d'accord. Après, vous avez soulevé quelque chose sur lequel, en revanche, je ne suis pas d'accord, qui est d'opposer dans notre pays les actifs et les retraités. Je vais vous dire ce que je pense, et je comprends. Voilà, Mathieu, Elisa, vous commencez votre vie, vous dites, mais nous, on paye des impôts, est-ce qu'on aura même des retraites à l'arrivée, et qu'est-ce qui va nous arriver? Les retraités, c'est pas des privilégiés. Les retraités, c'est les gens qui ont cotisé. C'est une cotisation, donc c'est un dû, c'est pas un privilège. Ceux qui sont retraités aujourd'hui sont souvent des gens qui ont travaillé beaucoup plus que nous, que ma génération, que la vôtre, qui étaient à 40 heures, des conditions qui n'étaient pas toujours faciles, et qui ont bossé dur. Moi, je ne veux pas tomber dans ce piège consistant à opposer les actifs et les retraités, parce que le problème en France des actifs, c'est pas les retraités, c'est les charges qui se prennent sur la figure et qui sont dues au gaspillage de l'argent de l'État. En Italie, les retraités ont le même niveau de vie, sauf qu'ils touchent beaucoup plus et que les actifs sont beaucoup plus riches parce qu'il y a moins d'impôts. Nous, en France, l'État prend à peu près 2 fois plus que dans tous les autres pays sur le travail. C'est ça le problème.
Et donc, ma ligne, elle est très simple. Aucune augmentation d'impôts, ni sur les retraités, ni sur la France qui travaille. Aucune. À partir du moment où vous laissez le gouvernement dire « je vais faire sauter l'abattement fiscal de 10%, vous verrez que la semaine d'après, ils diront « ah bah maintenant qu'on a demandé un effort aux retraités, on va un peu augmenter les charges sur ceux qui travaillent ». Et donc la ligne, elle doit être très simple. Notre pays a le record des prélèvements obligatoires de France. Ça suffit, on ne touche plus à rien en termes d'impôts. C'est à l'État de se serrer la ceinture. Maintenant, comment on finance les retraites? Parce que ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on renverse la table? Pour financer les retraites, il y a une condition en France, c'est qu'il faut qu'on arrête l'assistanat. Si on avait le même taux d'emploi que les Allemands, notre système de retraite serait à l'équilibre et notre budget serait à l'équilibre. Donc on en revient pour moi toujours au même problème, trop d'assistanat, pas assez de travail. C'est pour ça que je veux corriger ça. Ensuite, est-ce que je suis prêt à renverser la table sur les régimes de retraite? Oui, et même bien plus loin que ce que vous pouvez penser. Je vais donner des exemples. Moi, je suis favorable à ce qu'on ouvre la retraite par capitalisation. C'est-à-dire la possibilité pour les Français de mettre une retraite de côté pour eux, dont ils sont sûrs qu'elle ne servira pas à boucher d'autres trous. Deuxièmement, je m'interroge très fortement sur le système français qui fonctionne avec un âge couperet, 64 ans. Je me demande si ce ne serait pas plus juste et plus simple de partir avec des annuités de cotisation. Vous avez atteint vos annuités, voilà, c'est clair, quel que soit l'âge, vous pouvez partir. Je vais même un peu plus loin. Vous êtes une génération dans laquelle on aime que les choses soient libres, que ce soit sur mesure, qu'on puisse choisir. Pourquoi est-ce qu'on n'offre pas beaucoup plus de liberté? C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui dit j'ai envie de partir à la retraite beaucoup plus tôt, mais je suis prêt à payer les conséquences. Je sais que j'aurai une toute petite retraite, mais j'assume. Ou à l'inverse, je suis en pleine forme, j'ai de l'énergie, je me sens pas fatigué, je m'appelle Daniel, je suis ingénieur des arts et métiers, j'ai encore de l'énergie et envie de travailler, ou même je veux faire un mi-temps, qu'on vous laisse la possibilité et que ça vous permette de continuer à améliorer votre retraite. Alors qu'en France aujourd'hui, si vous cumulez l'emploi et la retraite, vous continuez à cotiser pour vos retraites, mais ça ne l'améliore plus. Enfin, j'ai connu plus motivant quand même. Et donc qu'on offre une vraie liberté, qu'on laisse les gens choisir. Avec ensuite, il faut juste que ce soit juste. Parce que le problème fondamental en France, c'est que c'est pas juste. Là encore, je prends un chiffre très simple. Vous êtes au RSA, vous n'avez jamais travaillé, vous allez vous retrouver avec un minimum vieillesse qui sera, selon les calculs, entre 900 et 1100 euros. Vous êtes conjoint ou conjointe d'agriculteur, vous avez travaillé comme un damné, vous n'allez pas toucher 500 euros de retraite en France. Donc, je répète, principe de base, justice. 2, oui, il faut complètement revoir le système, on renverse la table comme dans les autres. 3, ne tombez pas dans le piège dans lequel ils veulent vous faire tomber, c'est-à-dire opposer les retraités et les actifs pour justifier en réalité le fait qu'ils veulent augmenter les impôts pour boucher les déficits au lieu d'arrêter le gaspillage de l'argent public. Voilà. Stéphane. Monsieur Wauquiez, vous avez partiellement répondu à la question que je vous aurais posée. Aïe. Voilà. Donc vous êtes un très bon politique. Voilà. Non, le bon politique, c'est pas celui qui répond aux questions, celui qui fait, Stéphane. Je vous provoque effectivement parce que vous êtes pragmatique. Ce que je voulais vous demander par rapport à la notion de retraite, c'est que aujourd'hui vous avez parlé des régimes spéciaux, qui effectivement aujourd'hui coûtent beaucoup d'argent, mais vous n'avez pas évoqué le régime préfonds, la retraite supplémentaire des fonctionnaires, qui, elle, apporte effectivement à ces fonctionnaires quelque chose d'intéressant. À un moment donné, on parlait de retraite par points. D'ailleurs, même Édouard Philippe, qui avait voulu présenter les choses, qui serait peut-être le candidat en 2027, était attaché à ce système. Donc, pas pour moi, hein. mais je vous en dirai ce que j'en pense. Voilà. Oui, allez-y. Donc le système de retraite par points, il pouvait présenter un avantage, et les gens ne s'en sont pas rendus compte, comme l'Agirc Arrco, puisque vous achetez des points, et au fil des années, vous savez quand vous allez partir ce que vous avez. Est-ce que nous ne pourrions pas aller plutôt vers un système à 2 vitesses, voire à 3 vitesses? Un système de base, qui soit un système de solidarité, parce que vous parlez de solidarité pour vraiment la nécessité, un système à un deuxième étage sur lequel, effectivement, vous avez l'Arco, voire l'Agirc pour les cadres non plafonnés, parce que vous avez des gens qui ont envie de travailler, qui ont envie de cotiser, donc il ne faut pas les empêcher. Et un troisième système qui soit un système, comme vous l'avez dit, par capitalisation. Mais le problème de la capitalisation aujourd'hui, c'est qu'il faut du temps devant soi. Bien sûr. Il faut minimum 15 ans. Bien sûr. Et le mot capitalisation fait peur, parce que quand on parle de retraite aux États-Unis, on voit ce que ça donne. Donc est-ce que vous avez... J'ai une petite idée, mais je ne vous la donnerai pas, je voudrais vous l'entendre. Est-ce que vous avez, par rapport à cette retraite supplémentaire de capitalisation, quelques pistes ou quelques idées novatrices? Parce que vous voulez relever la table. Alors,
Stéphane, vous savez que ma région Auvergne-Rhône-Alpes est voisine de la Suisse. Le système que vous venez de décrire, c'est le système suisse. Moi, j'aime bien regarder ce qu'ils font en Suisse. Parce qu'en Suisse, il y a un très bon pouvoir d'achat, parce que les gens travaillent. Il y a un système de solidarité, mais il ne tolère aucun abus. Vous trichez avec le système suisse, vous êtes radié à vie. On ne tolère pas ceux qui trichent. Et ils ont le système de retraite que vous avez décrit, c'est-à-dire qu'il y a un système de solidarité, il y a un système supplémentaire de cotisation personnalisée obligatoire, et il y a un système optionnel. J'ai bien aimé le début de votre question, parce que vous avez quand même souligné ce qui sont quand même les choses qui sont choquantes dans notre pays. Donc, vous êtes fonctionnaire, vous avez droit à un système de capitalisation. Et les syndicats qui sont les plus acharnés à défendre le droit de la SNCF à nous planter une grève au moment des ponts et des vacances, qui sont les plus acharnés à hurler dès qu'on évoque le système de capitalisation, ça les gêne pas, eux. C'est-à-dire que les mêmes qui s'injurient contre le système de capitalisation sont ceux qui en bénéficient. Vous êtes dans le secteur privé, vous n'avez pas droit. Donc moi, je suis favorable à ce qu'on l'ouvre. Là où, Stéphane, votre question, elle est très bonne, c'est que la retraite par capitalisation, ce ne sera pas la solution miracle tout de suite. C'est pour ça qu'il faut combiner. Et moi, j'aime bien cette idée de, on garde un système par répartition, on rajoute le droit à mettre en place une retraite par capitalisation. Voilà. Mais n'oubliez pas la clé absolue de tout ce qu'on se dit. Parce qu'il faut toujours garder les idées claires sur ces sujets. La clé absolue, il y en a deux. La première, c'est d'abord, on peut faire toutes les combines qu'on veut. Si en France, on ne reconnaît pas celui qui travaille, et si à la fin du mois, c'est pas lui qui est valorisé, notre pays sera toujours en déficit, il sera toujours en faillite. C'est la première clé pour qu'un système social soit juste. Il faut qu'il reconnaisse l'effort et le mérite. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Moi, c'est mon combat. La deuxième clé, c'est la lutte contre les abus. Parce que quand vous vous dites, on aurait pu en parler, mais qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de croire que tout le monde a 110 ans d'espérance de vie au sud de la Méditerranée et qu'on continue à payer les retraites. J'ai évoqué la Suisse. En Suisse, vous avez 15 jours dans l'année où vous devez vous présenter physiquement pour qu'on s'assure bien que c'est toujours vous et que vous vivez. Et si vous êtes à l'étranger et que vous avez l'honneur de toucher une retraite suisse, il faut vous présenter. Si vous venez pas pendant ces 15 jours, vous êtes radié. Nous, on paye des retraites qui sont en Algérie, qui sont au Sénégal, on ne contrôle jamais. Ça aboutit à des millions d'euros de fraude et ça ne gêne personne. Ça, c'est plus tenable. C'est plus tenable. Et donc, il faut qu'on ait le courage de dire à un moment, stop les abus, c'est l'argent du contribuable français, c'est précieux. Robert. Oui, Monsieur Wauquiez, ne craignez-vous pas que la capitalisation est un objectif peut-être illusoire dans un contexte de répartition? Parce que la répartition, comme vous le soulignez, qui coûte très cher aux salariés, par salarial, par patronal, donc très cher à l'entreprise, pour faire de la... Si je suis salarié, bon, je suis retraité, mais si je suis salarié, et je l'ai été, j'étais cadre de banque, je me serais dit, en plus, tu vas balancer 200 ou 300 euros chaque mois, que tu vas pas consommer, comment tu vas vivre? C'est pas possible. Je veux dire, ça veut dire cotiser deux fois. C'est exactement pour ça, enfin, vous avez très bien résumé le sujet, Robert, c'est pas la solution miracle, mais c'est un outil de complément. Et je pense qu'il faut qu'on le fasse monter petit à petit en puissance, parce que d'ici 10 à 15 ans, la retraite par capitalisation, en revanche, serait plus avantageuse. Donc, je pense que c'est évidemment pas pour vous. Par contre, pour la génération qui vient, je pense qu'il faut qu'on leur offre cette possibilité. Et que ça se fasse avec un outil de défiscalisation qui leur permette d'avancer. Et j'ai envie de dire, moi, mon idée, c'est qu'il y a une contrepartie. Aujourd'hui, vous avez travaillé, vous avez payé des impôts, beaucoup, vous avez payé des charges, beaucoup, et au moment où vous voulez aider vos enfants et vos petits-enfants à démarrer dans la vie, si vous voulez leur transmettre, vous allez être assommé de droits de succession et de charges sur les plus-values. Ce que je voudrais, c'est qu'on permette, pour faire circuler l'argent, à nos retraités de transmettre plus facilement une partie de leur patrimoine à leurs enfants et à leurs petits-enfants en défiscalisation. Parce qu'aujourd'hui, je trouve le système écœurant. Vous avez déjà payé un maximum d'impôts et de charges. Au moment où vous arrivez, vous vous dites « tiens, je suis sur la fin de ma vie, j'en ai un peu moins besoin, j'ai envie de pouvoir transmettre à mes enfants et mes petits-enfants », vous allez payer à nouveau des fortunes d'impôts, de droits de succession et de plus-value. Et donc là, on a un système qui marcherait bien et qui permet de faire tourner l'argent dans l'économie. C'est la meilleure façon pour avoir une économie qui fonctionne. Stéphane. Je voulais juste rajouter une petite chose. En parlant de capitalisation... On va enchaîner ensuite sur les autres sujets. Le risque aujourd'hui, c'est
quel support utiliser pour éviter qu'on se retrouve, puisque vous n'avez pas répondu, comme aux États-Unis, où quand les retraités partent, ils se retrouvent effectivement avec des difficultés par rapport à la valeur de leur capitalisation. Alors, vous avez tout un système de garantie d'État qui peut être appliqué. En Suisse, ça a été le cas. Vous avez les fonds de la GIRCARCO qui sont très bien gérés et qui permettraient de faire un premier test. Je ne vais pas rentrer dans les choses techniques, mais évidemment, ça veut dire que derrière, il y a des critères. On ne va pas faire comme aux États-Unis. Moi, mon modèle, c'est pas le Far West américain. En revanche, mon modèle, c'est des pays autour de nous qui ont un système social mais bien géré, la Suisse, l'Allemagne, et dans lesquels on a des bonnes prestations, mais on lutte contre les abus. Merci. Stéphane, sur un autre sujet. Oui, sur l'autre sujet, vous avez parlé d'assistanat et d'emploi. Moi, si vous voulez, vous avez été, je crois, de mémoire, vous avez été secrétaire d'État à l'emploi entre 2008 et 2010, me semble-t-il. J'étais élu à cette époque-là et je m'occupais aussi de l'emploi, donc c'est pour ça que je m'en rappelle. Aujourd'hui, la difficulté qu'on peut rencontrer, c'est que les entreprises sont aidées au niveau des exonérations de charges jusqu'à 1,6 SMIC. Bon, ça représente quand même 2880 € bruts. Au-delà, donc, il n'y a plus d'aide. Aujourd'hui, la difficulté qu'on peut avoir, c'est, vous l'avez cité tout à l'heure, que quelqu'un qui effectivement touche les aides sociales, avec le système de ricochet par rapport à l'impôt, n'a peut-être pas forcément intérêt à prendre un emploi parce que il va se trouver pénalisé sur plein de choses. Mais ce système de 1,6 SMIC a quand même un effet pervers, puisque vous avez beaucoup de gens qui ont été cadres dans des entreprises, qui se sont retrouvés à un moment donné sans emploi, et le 1,6 SMIC, c'est relativement bas parfois. Bien sûr. Il faudrait, alors, vous parliez du Premier ministre tout à l'heure, il a été effectivement en 2007, quand il a voulu se présenter aux élections présidentielles, il avait fait une belle proposition qui consistait à dire, voilà, je favorise 2 emplois sans charge dans une petite entreprise et plafonné, je crois, à 5 000 € par mois. Il en a parlé. Personne derrière, ni vous ni d'autres d'ailleurs, n'avait rebondi dessus, ce qui était un peu dommage parce que nous étions à l'époque dans une période intéressante sur le plan économique et je pense que toutes les PME auraient pu embaucher du monde. Aujourd'hui, est-ce que ce type de mesure, vous pourriez la prendre ou la proposer ? Alors, je voudrais juste revenir un instant. D'abord, la réponse, oui. Vous voyez, c'est bien que vous me le rappeliez, je l'avais totalement oublié. Et donc, comme quoi ces échanges, c'est toujours passionnant de voir, vous, des sujets auxquels, par exemple, en politique, on avait oublié. J'avais oublié qu'il avait fait cette proposition. Vous vous souvenez peut-être que quand j'avais été ministre de l'Emploi, j'avais mis en place un dispositif qui s'appelait Zéro Charge. C'était pour les petites entreprises et ils pouvaient embaucher zéro charge. Ça avait très bien marché, notamment dans le secteur du bâtiment et de l'artisanat. Donc moi, j'en ai toujours gardé cette idée, c'est que ce qui tue l'emploi en France, c'est l'excès de charge. On évoquait les chiffres tout à l'heure, vous avez un salaire, je sais pas moi, 3 000 € brut, ça va coûter 5 000 € à l'employeur, enfin on est fou. C'est comme ça qu'on tue l'emploi dans notre pays. Et par rapport à ce que vous avez proposé, pourquoi ça m'intéresse ? Parce qu'il y a une réalité qui me marque moi beaucoup, c'est que dans notre pays, vous avez toute une série de personnes qui n'ont pas intérêt à travailler trop, parce qu'en France, ça devient travailler plus pour payer plus. Vous êtes au SMIC, vous êtes dans un secteur, par exemple, du service à la personne, c'est-à-dire vous allez faire du portage de repas pour nos aînés, du nettoyage à la maison pour éviter que les gens basculent en maison de retraite. Vous avez des salaires qui sont au SMIC. Si vous travaillez plus de 22 heures, écoutez-moi bien, 22 heures, vous devenez imposable. Ça veut dire que vous perdez l'APL, vous perdez la prime d'activité, vous perdez la gratuité de la crèche, vaut mieux rester chez vous. Et donc, ce que j'aime bien dans votre question, c'est qu'on voit bien qu'avec ces seuils, on laisse systématiquement de côté la classe moyenne. On a plein d'effets de bord qui découragent. C'est pour ça qu'il faut nettoyer tout ça. Et que moi, j'aimais bien, je le dis aussi, pour moi, c'était la meilleure mesure de Nicolas Sarkozy, c'était la défiscalisation des heures supplémentaires. Ça, c'était simple, c'était clair. La jeune génération qui commençait se disait « Moi, j'ai de l'énergie, j'ai envie d'y aller, je travaille, personne ne viendra me prendre le fruit de ce travail-là. » Ça motivait tout le monde. Et je pense que c'est ça la ligne directrice vers laquelle on doit aller, revaloriser le travail. Il faut faire sauter tous ces seuils, tous ces effets de bord, tous ces plafonds, pour que les Français, au lieu de se calculer en se disant « Oh là là, surtout pas 1 heure de trop », pas avoir un salaire qui augmente trop, sinon je vais changer de catégorie d'imposition, ils aient la tête libre et qu'on encourage ceux qui ont envie d'y aller. C'est ça la vraie justice dans un pays. Elisa.
Alors moi sur un tout autre sujet, donc je vais revenir en fait sur la proposition que vous aviez faite d'envoyer des OQTF Oui. vers l'archipel Saint-Pierre de Miquelon, Oui. qui a été vivement critiquée. D'un côté avec Emmanuel Valls et on reviendra là-dessus d'ailleurs, qu'il avait carrément qualifié de méthode de colon. De l'autre côté, Marine Le Pen qui reprend aussi cette proposition, peut-être pour du rachat politique, mais en tout cas qui dit que les citoyens là-bas ne sont pas des sous-citoyens. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait nuire à votre image ou en tout cas poser des problèmes peut-être pour 2027 par extension? Vous assumez? Alors Elisa, non seulement j'assume, mais je me bats pour qu'on le mette en œuvre. Soyons précis, ça a été vivement critiqué par quoi? Par la classe politique et une partie des médias, ultra soutenus par les Français. Pourquoi? Aujourd'hui, les Français, eux, ils voient bien qu'on a un système qui ne marche pas. On a des OQTF dangereux, des gens qui peuvent être des violeurs, qui ont participé à des assassinats, du trafic de drogue, des profils psychiatriques dangereux. On les met dans des centres de rétention, on les garde seulement 90 jours, ensuite on les relâche en liberté dans nos rues. Ça gêne personne. C'est comme ça qu'on a eu le drame de Lola, c'est comme ça qu'on a eu le drame de Philippines, c'est comme ça qu'on a eu le drame de l'attentat de Mulhouse. La France ne parvient même pas à en renvoyer 10% dans leur pays d'origine. Pourquoi? Parce qu'ils ont très bien compris que notre système était laxiste et qu'il suffisait qu'ils attendent qu'au bout de 90 jours, on va les relâcher. Donc moi, j'ai essayé de réfléchir et je me suis dit, stop, ça suffit. On ne peut pas continuer avec cette comédie. Et donc, il faut qu'on montre que maintenant, la France fait un choix de fermeté. Ça a marché en Australie. Oui, vers les îles Nauru. Exactement, J'ai vu. Christmas Island. Vous avez bien regardé, merci. En Australie, les étrangers illégaux, ils les laissent pas rentrer en Australie, ils les mettent dans une île au large. Du coup, les étrangers illégaux ont compris, ils ne cherchent plus à rentrer en Australie. Donc moi, ce que je veux, c'est que maintenant, au lieu de les laisser en liberté dans nos rues, on les met à 4000 km dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est en dehors de l'espace Schengen, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas revenir. On pousse la durée de rétention à 1 an et demi, et ici, vous voyez bien les problématiques qu'on a avec tous les clandestins. Et 1 an et demi à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous reposez la question, je pense que ça aura aidé tout le monde à réfléchir. Et que derrière, ils font le choix de rentrer chez eux. Le gros avantage, c'est qu'à partir du moment où ils décident de rentrer chez eux, les pays d'origine n'ont plus la possibilité de refuser de les prendre, ce qu'ils font aujourd'hui. Donc l'Algérie est obligée de les reprendre si jamais ils sont volontaires. Donc c'est de l'incitation positive justement. Moi, c'est de la fermeté, D'accord. c'est un effet dissuasif, c'est enfin changer la donne. Et j'ai entendu plein de critiques, même le ministre de l'Intérieur a critiqué la proposition. Moi, je fais une remarque, c'est ils proposent quoi tous les gens qui ont critiqué? C'est qu'on continue avec ce qu'on a aujourd'hui? On fait des marches blanches, on fait des minutes de silence, et puis à l'arrivée, on change rien? Moi, je fais une proposition, elle est simple à faire. Ensuite, on peut la tester, on verra si ça marche. Si jamais ça marche, on en sera tous contents. Et ce qui me frappe quand même, c'est que on nous dit « Ah ben non, mais mettre ça à Saint-Pierre-et-Miquelon, quelle honte !» Vous avez un centre de reconduite à la frontière à Marseille. Vous en avez un qui est pas très loin d'ici. J'en ai un à Lyon. Le Gérald Darmanin est en train de mettre en place une prison pour 200 narcotrafiquants dans le Pas-de-Calais. Si tout le monde commence à dire « Je veux pas de centre de reconduite à la frontière ou de prison », on fait plus rien dans notre pays. Vous avez déjà 4 centres de reconduite à la frontière outre-mer. Il y en a en Guadeloupe, il y en a à la Guyane, il y en a à la Réunion, il y en a à Mayotte. Et donc, on peut tout à fait le faire. Il n'y a pas besoin de changer la loi, il n'y a pas besoin de changer la Constitution. Il faut juste décider de construire ce centre. On l'a dans 6 mois, et là, on peut tester. Et moi, ma priorité, c'est la sécurité des Français. Entre me dire qu'on laisse des gens comme ça dans nos rues, avec la menace que ça représente, ou les avoir à 4000 km d'ici pour qu'enfin ils choisissent de rentrer chez eux, j'ai choisi. Mathieu et ensuite Daniel. Mathieu. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, on parle des OQTF. La loi européenne permet au droit à retour volontaire. C'est-à-dire que quand une personne est frappée d'une OQTF, elle a le droit librement de dire « je vais rentrer moi-même dans mon pays ». Et elle a le droit. C'est la loi européenne. Et si, du coup, vous vous retrouvez, vous les envoyez à Saint-Pierre-et-Miquelon, ils disent « je veux rentrer dans mon pays », finalement, est-ce que vous dites « tant pis pour la législation européenne ». Moi, je les garde, je les mets en CRA à Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'à ce que les pays le reprennent. Est-ce que du coup, vous leur refusez le droit qui est finalement proposé par l'Union européenne? Mathieu, moi, ma seule obsession, c'est qu'ils rentrent chez eux. Faut pas qu'on se trompe. OQTF, ça veut dire obligation de quitter le territoire français. Vous avez rien à faire chez nous, vous devez rentrer chez vous. Et donc, mon objectif, c'est pas qu'ils restent chez nous, c'est qu'ils rentrent chez eux. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils ne le font jamais. Ces OQTF dangereux,
si on se met 2 secondes à leur place, ils ont compris que le système français était une passoire. Donc quand on leur dit « Est-ce que vous décidez de rentrer chez vous ?» et qu'ils savent qu'il leur suffit d'attendre 90 jours pour pouvoir rentrer dans les quartiers et reprendre leurs activités délinquantes parce qu'on va les relâcher en liberté, ils ne prennent jamais la décision de rentrer chez eux. Donc c'est pour ça que moi, ce que je veux, c'est que maintenant, ce soit plus une position qui soit confortable et qu'on leur dise « Vous restez pas en métropole, c'est là-bas ». Et qu'au passage, on allonge la durée de rétention. L'Italie est à 1 an et demi. On est à 90 jours. Mais on attend quoi ? Le gouvernement nous avait promis des lois sur l'immigration. Il n'y en a eu aucune. 0. C'était une promesse et un engagement de la part du gouvernement de François Bayrou. Ils n'ont rien fait. Et donc, il faut d'urgence qu'on se saisisse du sujet. Et vous voyez, c'est très révélateur de ce que moi je propose. C'est-à-dire, si on pense qu'on va remédier à la situation en restant dans les solutions d'aujourd'hui, c'est mentir aux gens. Il faut qu'on aille chercher des solutions qui sont neuves. Alors, c'est disruptif. Au début, ça interpelle. Mais moi, ce que je vois, c'est que les Français ont beaucoup plus de bon sens que toute une partie de la classe politique et qu'eux, ils comprennent. Ils veulent que ça change. Ils veulent que ça change. Daniel Fécourt, une question qui vous tient à cœur sur l'industrie. Alors, je continue sur l'industrie, oui. Là, vous avez vu, j'ai amené 3 blouses. Je les ai pas vues encore. Vous les avez pas vues, on va vous les montrer. Montrez-moi. Voilà, regardez les couleurs. En plus, vous avez choisi des belles blouses. C'est l'entreprise. Bleu, blanc, rouge, ça me va très bien. C'est l'entreprise qui a défini les couleurs, c'est des vêtements de travail, même en étant ingénieur. Quand on va dans les ateliers, un ingénieur met une blouse. Alors, justement, depuis, là, on parlait tout à l'heure du déficit depuis 74, c'est depuis 80. Vous avez peut-être un peu mélangé les choses. C'est depuis 80 où l'industrie baisse. Et donc, j'ai raison, c'était 1980. D'accord. Je vous aide sur ce point. C'était le souvenir que j'avais gardé la fin de Raymond Barre. Depuis 80, oui. Mitterrand, le début des ennuis. Oui. L'ISF. Oui, sûrement, mais qu'est-ce qu'on a fait depuis je ne sais pas si vraiment on a bien corrigé les choses. Néanmoins, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en 80, effectivement, le PIB de l'industrie française par rapport à l'Allemagne était au même niveau. 40 ans après, on a divisé par 2 l'industrie française dans le PIB français. Bon. Moi, je suis persuadé que l'industrie et l'agriculture font la richesse d'un pays. Ce ne sont pas les services. Les services suivent l'industrie. Monsieur Macron, quand il a été élu, il avait un langage pro-industriel. Il a fait des choses. Mais les résultats, j'estime, ne sont peut-être pas encore suffisamment à la hauteur. Comment vous allez vous y prendre ? Tout à l'heure, on a parlé un peu du comment. Moi, vous savez, je suis ingénieur des arts et métiers. Moi, le comment, c'est très important. On peut avoir de grands discours, d'étudier, faire des rapports, des diagnostics, etc. Si derrière, le gouvernement tombe, on en repasse à un autre, etc., ça ne va pas le faire. Donc, est-ce que, Monsieur Wauquiez, vous avez effectivement des pistes pour y remédier et augmenter ce taux ? Monsieur Trump, lui, il augmente les droits de douane. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire ? Voilà, je vous laisse sur ce sujet. D'abord, Daniel, vous l'avez peut-être senti, mais quand vous avez évoqué ça, ça a touché quelque chose qui est une fibre très personnelle pour moi. Hein. Et je veux quand même en dire un petit mot. Des 2 côtés de ma famille, c'était des PME familiales dans l'industrie. D'un côté, dans le secteur des tanneries, et de l'autre côté, dans le secteur du textile. Moi, ma famille, c'était pas des gens qui faisaient de la politique, c'était des industriels. Petites PME familiales. Et ils ont été tous les 2 ruinés par la crise. Et moi, j'ai vu mon grand-père fermer son entreprise. Et j'ai vu de l'autre côté, dans le secteur du textile, l'entreprise familiale, et pourtant ils ont tout donné, être ruinés par la concurrence chinoise. Et donc, quand vous évoquez cette ruine de l'industrie française, moi je me souviens très bien, pour mon grand-père, ça avait été une épreuve terrible. Et il m'avait dit, c'est au moins, si tu fais de la politique, essaye de faire en sorte que l'industrie puisse être redressée. Et donc, quand vous évoquez ça, pour moi, c'est des choses très fortes. J'ai jamais oublié ça. Ça a toujours été ma ligne directrice. Je vous l'ai dit, dans ma région, j'ai fait une région industrielle. On est la première région industrielle de France, en Auvergne-Rhône-Alpes. On a fait la moitié des projets de relocalisation industrielle de tout notre pays qui sont venus en Auvergne-Rhône-Alpes. Par exemple, refabriquer du paracétamol, refabriquer des vélos français, refabriquer des paires de chaussures, on n'en fabriquait plus, c'était fait en Inde, au Vietnam, on a ramené chez nous. Les leçons que j'en ai tirées, c'est quoi ? La première chose, dans notre pays, il y a beaucoup trop de bâtons dans les roues avec des normes dans tous les sens qui aboutissent à rendre impossible la vie d'un chef d'entreprise. Vous allez en Italie, c'est simple, vous allez en Allemagne, c'est simple, vous allez chez nous, c'est ultra compliqué.
On ne peut pas mettre des bâtons dans les roues nôtres et ensuite s'étonner que nos entreprises ferment. Donc ça, pour moi, c'est la première chose. C'est d'ailleurs pour ça que je veux liquider toutes ces agences et toute cette bureaucratie administrative, parce que c'est eux qui font ces normes, qui n'ont plus rien à voir avec le bon sens. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, on a un certain coût du travail, on a un modèle social, on a un modèle environnemental, et c'est aussi des sujets qui nous préoccupent. Et donc, ça fait des coûts pour nos entreprises, et à l'arrivée, on les expose à une concurrence avec des produits qui viennent de Chine et des États-Unis qui ne respectent aucune de nos règles. Mais ça ne peut pas marcher. Et donc, le sujet en ce moment, c'est pas de nationaliser ArcelorMittal, c'est de mettre des taxes et du contrôle aux produits des aciers chinois qui rentrent chez nous en ne respectant aucune de nos règles environnementales et qui mettent totalement à bas tout ce qui est la production française et européenne. Et tous les pays au monde le font. Tous les continents au monde le font. Et nous, on est les seuls à continuer à la fois à mettre des boulets aux pieds de nos entreprises et à laisser rentrer les concurrents chez nous. C'est pas moi qui le dis, c'est Florent Ménégo, PDG extraordinaire d'un groupe que j'adore, Michelin, Auvergnat, très bon groupe. J'espère d'ailleurs que vous roulez tous avec des pneus Michelin et que vous ne me prenez pas de la camelote chinoise ou japonaise. Sur mon vélo électrique, c'est un Michelin. Bravo, je vous félicite Daniel. Vélo cargo. Mais il faut qu'on fasse cette prise de conscience. Et il dit, mais moi, j'essaie de fabriquer dans le respect des normes environnementales. Vous me mettez en concurrence avec des pneus qui sont fabriqués n'importe comment. Et à l'arrivée, le consommateur n'est même pas informé. Donc oui, j'ai même écrit un livre là-dessus, il y a 6 ans, en disant, Europe, il faut tout changer. Et l'objectif, c'est que l'Europe doit arrêter de laisser rentrer n'importe quoi chez nous. Et donc moi, je suis favorable à ce que là-dessus, on réfléchisse à une taxe environnementale pour bloquer les produits quand ils ne respectent pas nos règles à nous. Et là, on remet de l'équité dans la concurrence. Sinon, c'est impossible de gagner. Enfin, on vous demande de gagner le sprint avec des boulets aux pieds pendant que les autres sont dopés à l'amphétamine. Elisa. Oui, donc pas forcément revoir les ambitions environnementales à la baisse, mais plutôt adapter sur le marché du travail européen. Surtout contrôler ceux qui rentrent chez nous et qui ne respectent rien. Quand le pneu oui, parce chinois... qu'on a les États-Unis qui sortent des accords de Paris à nouveau, la Chine qui est Bien le sûr. premier pollueur mondial, 30% des émissions. Bien sûr. L'Allemagne, pas loin de chez nous d'ailleurs, qui veut fermer ses centrales à charbon, mais d'ici horizon 2038, ça paraît quand même assez loin. Vous êtes pro-éolien aussi, il me semble. Ah non, moi je suis totalement anti-éolien, je déteste l'éolien. Là, si vous voulez un président des Républicains... En tout cas, il y en a beaucoup dans votre... Ah non, je me bats complètement contre ça, j'essaye vraiment d'arrêter tous les projets éoliens, je déteste ça. 72% du mix énergétique, c'est quand même du nucléaire aussi, vous êtes plutôt pour... Je suis ultra poursuivre. pro-nucléaire, je suis ultra énergie hydraulique, je suis ultra géothermie, je déteste l'éolien et je déteste cette idée que pour faire de l'environnement, on commence par saccager nos paysages. Ça pour moi, c'est une grosse erreur. Et donc ma solution, elle est assez simple en fait. Ça s'appelle, et j'aime bien ce mot, le patriotisme écologique. Dans notre pays, c'est quoi la première cause d'émissions de CO2 ? C'est les importations chinoises. Et donc à chaque fois qu'on substitue un produit fabriqué en France, que ce soit l'industrie, que ce soit l'agriculture, à une importation chinoise, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour l'environnement. Donc moi je crois à ça, je crois au patriotisme écologique. Et j'aime bien cette idée, parce que je le vois dans les échanges que je peux avoir avec mes enfants, je trouve que parfois on donne le sentiment à la jeune génération qu'il faut qu'ils choisissent entre leur pays et la planète. Nous on a la chance inouïe, parce qu'on a une économie qui est décarbonée, de ne pas avoir à choisir. À chaque fois qu'on fait réussir l'économie française, eh bien, en réalité, c'est ce qu'on a de mieux à faire pour l'environnement. C'est quand même très coûteux, la décarbonation. Oui, mais nous, notre atout, c'est quoi ? C'est qu'on a l'énergie nucléaire. Donc, par rapport aux Chinois qui produisent avec des centrales à charbon, les États-Unis qui sont sur du gaz de schiste, la production française est beaucoup plus respectueuse de l'environnement. On oublie de le dire, mais la production agricole française aboutit à une viande qui a beaucoup moins d'émissions de CO2. Et donc, c'est un de nos atouts. En réalité, on a un modèle qui est très vertueux sur le plan environnemental. Il faut juste arrêter de se tirer des balles dans le pied et ensuite d'importer des produits chinois. Merci. Robert, vous vouliez nous parler du millefeuille administratif. Ah oui, Voilà. le millefeuille, c'est un grand sujet à la mode, mais je crois réaliste. Pour dissoudre le millefeuille administratif, il y a le niçois Éric Ciotti, Ex-président des Républicains. qui a exposé une idée qui m'a paru intéressante, d'autant que je l'avais moi-même imaginé. Il a dit il faut que la France se limite à 3 niveaux, mais niveau étanche, c'est-à-dire chacun nation, il dit province, ou région, ça s'appelle province-région, et puis commune ou cité, enfin 3 niveaux,
parfaitement autonome et qui permettrait effectivement de balayer, c'est-à-dire de balayer ce qui existe et reconstruire en fait. Hein, c'est le seul moyen de s'en sortir parce que c'est tellement inextricable qu'on ne s'en sortira jamais, à mon sens. Et quelle est votre position là-dessus ? Alors, d'abord, en étant un peu taquin, je noterais quand même qu'il s'est occupé du département et qu'il ne l'a pas mis en œuvre. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je pense qu'en fait, on a en fait 3 problèmes de niveau. Le premier, c'est à l'échelle locale, on a additionné les communes et les intercommunalités, source de gaspillage à tous les étages. Ensuite, au niveau que moi je connais bien, on a additionné les départements et les régions. Moi, je considère qu'on peut les fusionner et les mettre en commun. Et puis enfin, vous rajoutez l'État et la Commission européenne par-dessus, sachant que tout le monde fait tout et l'inverse de tout. Donc oui, il y a un grand coup de nettoyage à faire. Et je voudrais le partager comme étant une nouvelle plutôt optimiste pour les Français. C'est-à-dire, on serait un pays dans lequel on se dirait « Ouh là là, il n'y a que des services publics. Et on a des choix très douloureux à faire de est-ce qu'on ferme des hôpitaux, est-ce qu'on ferme des écoles, est-ce qu'on ferme des lignes de chemin de fer ?» Là, ce serait dur. En fait, ce qui est une source d'optimisme pour les Français, si on le prend comme ça, c'est que moi, j'ai fait moins 15% sur ma dépense publique. Je suis la seule collectivité de France à l'avoir fait. Mais j'ai même pas de mérite, parce que ça n'a pas été difficile. Il y a des sources de gaspillage partout. Et donc, c'est possible d'économiser. J'ai pas eu besoin de fermer des lycées. J'ai pas fermé de lycée. J'ai pas eu besoin de fermer des services publics. J'ai juste fermé de la bureaucratie, du millefeuille administratif. Ça, j'y suis allé, et j'y suis allé très fort. Et donc, ce que j'aime bien dans ce que vous dites, c'est que ça doit nous orienter sur ce qui est la bonne réflexion. Faut pas fermer des services qui rendent des services aux gens. Faut fermer les services administratifs. Faut fermer tout ce qui coûte de l'argent et qui aboutit à de la bureaucratie. Et c'est là où je ne veux pas qu'on confonde. La droite à laquelle je crois, elle est contre la bureaucratie, elle défend les services publics. Daniel. Voilà, donc c'est une question aussi politique au niveau du département. Donc avant effectivement de peut-être de supprimer le conseil départemental, nous avons actuellement un conseil départemental et un conseil régional. Actuellement, M. Ciotti, qui était le président LR, est toujours conseiller départemental dans les Alpes-Maritimes. Et je dirais, donc, il a viré Kazakh, il est parti effectivement côté RN. Alors, il n'est pas côté RN, mais il a effectivement fait alliance avec le RN, et il est toujours quand même président de la commission des finances du département. Un seul conseiller départemental du département des Alpes-Maritimes a changé de groupe suite à cette migration de M. Ciotti plus à droite. Qu'est-ce que vous estimez ? Est-ce que vous estimez cette situation claire ? Est-ce que vous approuvez les actes de M. Ginesy, Charles-Ange Ginesy, président du département, à garder M. Ciotti, président de la commission des finances ? J'ajoute qu'il est plus questeur à l'Assemblée. Il était questeur à l'Assemblée nationale, il ne l'est plus, mais il est toujours président de la commission des finances dans le département. Non, et d'ailleurs, celle qui est questeur de notre groupe de la droite républicaine, c'est une très belle figure des Alpes-Maritimes, qui est Michel Tabarot, qui est une personne que moi j'aime beaucoup, très engagée, des belles convictions, qui est quelqu'un de très droit et à laquelle je rends hommage. Écoutez, je vais répondre en essayant de garder un peu d'humour. Il y a plein de choses sur lesquelles j'arrive à trouver des solutions, mais alors résoudre la totalité des problèmes de la vie politique des Alpes-Maritimes, mais est-ce que là, c'est ambitieux, faut être niveau effectivement. Champions League. Mais est-ce qu'il y en a Je vais juste vous dire ce que je pense. C'est que je pense qu'il y a besoin de clarté. Alors, il y a besoin que chacun assume ses idées. Éric Ciotti a fait un choix. Je pense que maintenant, il faut que tout ça soit clarifié. Et à mon avis, les échéances qui vont venir permettront une clarification. Voilà. Elisa. Merci. Oui, moi j'ai une autre question, c'est concernant l'appel d'Emmanuel Macron aux chercheurs, scientifiques et talents du monde entier à faire le choix de la France et par extension donc aussi de l'Union européenne. Vous, en tant qu'ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche entre 2011 et 2012, comment vous accueillez cet appel simplement ? Moi, sur le papier, j'adore ça. Moi, je suis fier de mon pays, j'aime mon drapeau, j'ai envie qu'on soit attractif. Notre avenir, il dépend de l'innovation. Mathieu, c'est un ingénieur informaticien. On a de la chance d'avoir quand même une école d'informaticiens française globalement, des écoles qui forment et de très haut niveau. On a des écoles aussi sur les jeux vidéo, donc on a du talent. On a des ingénieurs informaticiens dans l'intelligence artificielle. Et ce qui me gêne un peu, vous l'avez compris, en politique, et c'est ce que je vois beaucoup avec Emmanuel Macron, avec le gouvernement de Bayrou, c'est des paroles, mais il n'y a pas d'actes. Tiens, si vous vous contentez de dire, venez en France, on est un pays merveilleux,
on a les plus gros impôts sur le revenu, on va vous fracasser si jamais vous venez, et si par malheur vous créez votre entreprise, vous allez laisser un maximum d'impôts, je suis pas sûr qu'on soit très attractif. Vous voyez, là, en arrivant ce matin, en prenant l'avion pour venir vous rejoindre, j'échangeais avec un ingénieur qui avait quitté notre pays pour les États-Unis. Et il me disait, la réalité, c'est que j'adore mon pays, j'aurais préféré rester ici, mais là-bas aux États-Unis, on me donne une capacité de réussir qui n'a rien à voir avec ce qu'on a chez Il nous. appelait précisément les chercheurs, notamment qui sont aux États-Unis actuellement. Mais là, justement, avec la nouvelle politique Trump en place, leur pouvoir est limité, eux là-bas. Et c'est pour ça, en fait, ils voudraient aussi les rapatrier en France. Oui, mais pour ça, il faut que notre pays renoue avec ce qu'il était. Je vais vous dire ce que j'aime bien dans votre question. C'est que je pense que la France a des atouts fabuleux. On a un pays qui a des ailes, mais on lui a mis des chaînes aux pieds. La France, c'est pas ce qu'on est aujourd'hui. C'est pas la bureaucratie, c'est pas la dépense publique, c'est pas le gaspillage de l'argent, c'est pas les charges. Notre pays, c'était le travail, c'était l'innovation. Des gens comme Gustave Eiffel. On l'a oublié, c'est la France qui a inventé le ciment. C'était l'entrepreneuriat. C'était des gens qui aimaient le travail. Ici, d'ailleurs, dans ce secteur, vous avez été, on l'a oublié, mais c'était un territoire qui était pauvre par le passé et qui s'est construit par l'opiniâtreté de gens qui ont travaillé. Et donc moi, je crois à ça. Je crois à ce que la France puisse retrouver ça. Mais pour ça, il faut plus qu'un gentil discours du président de la République sans acte. Si vous voulez qu'il revienne, il faut qu'on soit attractif fiscalement. Si on veut que ça marche, il faut qu'on leur donne les moyens de réussir. Si on veut que les gens aient envie de créer des entreprises chez nous, il faut que le premier courrier qu'on reçoive, ce soit pas celui de l'URSSAF pour lui dire merci beaucoup, maintenant il va falloir payer. Et donc, c'est tout un pays qu'il faut redynamiser. Et je trouve, vous le voyez de l'autre côté, l'Italie. L'Italie, c'est un pays qui a décidé de soutenir ses entreprises familiales, de mettre le paquet dessus et d'aider ceux qui créent et qui ont le courage de devenir entrepreneurs. Nous, moi, c'est ce que je veux qu'on redevienne. Parce que je pense que c'est comme ça que la France est belle. Voilà, vous êtes deux talents. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez vous dire, moi j'ai envie de réussir ici, peut-être que je vais commencer à Nice Matin qui va me faire un contrat d'alternance, ensuite je vais créer ma propre chaîne d'influence et je vais réussir. J'aimerais que Mathieu se dise, moi voilà, je suis en télétravail, mais demain je vais trouver mon idée, faire mon modèle de start-up, ensuite je vais avoir une réussite exceptionnelle et puis j'en profiterai. C'est ça ce que je voudrais que vous puissiez vous dire. Et c'est cette France-là que j'ai envie qu'on retrouve. De l'audace, de l'innovation, c'est ça le beau tempérament français. Donc du Made in France avant tout. Oui, mais du panache. D'accord. Voilà. Mathieu, vous aimez le rugby. Moi, j'adore le rugby, mais j'aime le rugby avec du panache. J'aime le rugby offensif. Laurent Wauquiez, une dernière question avant de clore cet échange. Vous apparaissez comme le challenger de cette élection à la présidence des Républicains. Est-ce que c'est une position quelque part qui peut vous avantager et comment vous sentez cette campagne ? En politique, c'est souvent le challenger qui gagne. Souvenez-vous de Chirac contre Balladur. Je vais partout. Je le fais avec mon énergie, mon envie de convaincre. Et ce que je vois surtout, c'est que les adhérents de notre famille politique adhèrent à ce que je propose. Moi, ce que je propose, c'est un duo, pas un duel. Ce que je dis, c'est que Bruno Retailleau a fait le choix d'être ministre. Ministre de l'Intérieur aujourd'hui, avec l'explosion de l'insécurité et de l'immigration, c'est un temps plein. On ne peut pas tout faire dans la vie, et quand on veut tout faire, le danger, c'est de tout faire à moitié. De l'autre côté, pour notre famille politique, il y a besoin d'une parole qui soit libre par rapport à François Bayrou. Quand vous êtes dans un gouvernement, vous avez la contrainte de la solidarité gouvernementale. Vous ne pouvez pas critiquer le Premier ministre et le Président de la République. Moi, je suis libre, et ça me permet de mettre la pression. Et je pense qu'en plus, c'est extrêmement important sur la durée, parce que si le président de notre famille politique est ministre dans un gouvernement macroniste, à l'arrivée, la droite, elle sera diluée dans la Macronie. Et ça, moi, j'y crois pas. Je pense que la droite, elle a le devoir de proposer un projet de rupture. Parce que notre pays, on a besoin de le revoir de fond en comble. Il faut qu'on ait le courage de dire, on a un pays merveilleux, mais il faut le remettre la tête à l'endroit. Et ça va pas être dû en même temps. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que la parole de notre parti, de notre famille politique, elle soit libre, pas sous la contrainte de Bayrou, pas sous la contrainte d'Emmanuel Macron. C'est ce que moi je peux apporter. Merci beaucoup Laurent Wauquiez. Merci beaucoup à nos 5 lecteurs. Merci pour vos questions pertinentes. Merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à tous.